L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce matin l'invité de la matinale est Arthur Delassus, ingénieur centralien reconverti en maraîcher bio, enseignant à l'EM Normandie sur les enjeux climat-énergie, co-créateur d'Horizon décarboné qui par le jeu invite à avoir une vision à 360 degrés des solutions contre le réchauffement climatique. Bonjour Arthur Delassus. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Avec vous, nous souhaitons parler de la souveraineté énergétique de la France. Alors, peut-être pour commencer, j'évoque le contexte du quotidien. Le prix des carburants s'envole à nouveau. On le voit quand on passe à la pompe. Les factures de gaz, d'électricité sont conséquentes, voire problématiques, autant pour les particuliers que pour les entreprises. Le coût de l'énergie est quelque chose de très perceptible par les Français. Et au milieu de cette crise, quel est l'enjeu de la souveraineté énergétique de la France ? Vraiment merci beaucoup de cette question, sous cet angle. Actuellement, moi j'aime bien souvent poser la question autour de moi, quelle est la première énergie qu'on consomme en France? C'est souvent, la question le nucléaire qui sort et en fait, c'est pas le cas. La première énergie qu'on consomme en France, c'est le pétrole et ensuite, c'est le gaz, et le problème c'est qu'on ne produit pas ou en extrêmement faible quantité, ces énergies sur notre territoire. Et donc en fait, on dépend, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique, d'autres pays, pas forcément les plus amicaux de la Terre, pour, tout ce qui fait notre quotidien parce que sans énergie, pas de transport, pas de chauffage, pas d'industrie, pas de classe, rien du tout. Donc pour vous, la question à la fois de la résolution de la crise actuelle et de la transition écologique, ça va de pair. Oui, en fait, enfin, heureusement, coup de chance, voilà, ça aurait pu être l'inverse, il se trouve que ça va de pair et donc tant mieux et appuyons-nous là-dessus, de manière très simple. Effectivement, le changement climatique, est dû à des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre sont principalement dus à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz, hem et ces ressources, nous ne les avons pas en France, sur notre territoire. Et donc en fait, faire la transition énergétique, c'est faire 2 choses, c'est se libérer de cette dépendance à l'extérieur, et à la fois, baisser nos émissions de manière drastique, nos émissions de CO2. Et en même temps, il y a une tension extrêmement forte du fait du contexte mondial que je soulignais, la guerre en Ukraine, et également les tensions sur le Moyen-Orient. Il y a une tension extrêmement forte dans les arbitrages entre le coût de l'énergie et la transition écologique. Comment y voir clair ? Alors, oui, bah, c'est pas simple et effectivement avec la guerre en Ukraine, on a bien vu à quel point on dépendrait, de la Russie pour le gaz, et pour le pétrole. Hem et donc on voit et donc justement la cette guerre, elle sert de révélateur et se rend compte qu'il faut qu'on se débarrasse du pétrole et du gaz qu'on utilise en France et et on voit aussi que, cette dépendance, elle nous a coûté extrêmement cher. Ça se compte en milliards d'euros tous les ans, largement. Hem, et donc en fait, c'est pas facile parce que, à cause de cette crise, il faut à la fois payer, notre dépendance structurelle à la Russie, notamment, et à la fois investir pour se dégager sur le long terme, parce qu'on ne construit pas un nouveau, système énergétique en 1 semaine ou en 1 an et donc investir à la fois dans des énergies décarbonées pour se sortir de ces griffes-là et donc en fait, là, c'est pas facile et il faut faire les 2 en même temps. Et il y a pas moyen plus on attendra, c'est de faire ces investissements, plus dur sera, la situation. Vous évoquiez, Arthur Delassus, la part d'énergie fossile concernant la consommation en France, 60%. Il faudrait, concernant le charbon et le gaz, il faudrait passer à 40% en 2030. C'est le cap fixé par le gouvernement. Comment résoudre du coup cette équation qui semble impossible à beaucoup ? Alors, effectivement, elle peut sembler impossible, et moi, je la trouvais impossible il y a quelques années en travaillant les chiffres parce que voilà, je suis un ingénieur donc j'aime ça. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hem, donc il faut regarder les consommations les unes après les autres et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour le pétrole, en fait, sa première consommation, c'est, enfin son premier usage, c'est dans les transports. Et donc en fait, c'est entre guillemets «pas très compliqué». Il suffit de passer à la mobilité électrique pour les voitures électriques, pour les voitures et pour les camions et et malgré tout ce qu'on entend, en fait, c'est vraiment écologique, ça permet vraiment de baisser les émissions de CO2. Évidemment, ça permet de baisser, la consommation en pétrole, électrification des transports et ensuite il faut se débarrasser du gaz
Et là, il y a mmh, plusieurs possibilités. La principale, celle qui est à massifier, c'est l'utilisation d'une pompe à chaleur, qui utilise donc de l'électricité et qui est incroyablement efficace. Hem, néanmoins, ça doit se faire avec attention et on ne peut pas juste changer une chaudière à gaz par une chaudière enfin une pompe à chaleur comme ça sans réflexion. On doit être accompagné pour faire et faire les choses bien. Mais heu, disons que c'est pas comme envoyer une fusée sur la Lune, quoi. C'est pas si compliqué que ça, que de conduire un véhicule électrique et de mettre une pompe à chaleur chez soi. Mmh. Pour reprendre l'un et l'autre des sujets évoqués en ce qui concerne la mobilité, il y a cet objectif, hein, de fin de la commercialisation des moteurs thermiques en 2035, Oui. mais ça signifie qu'il faudrait faire passer le parc automobile français de 1,5 aujourd'hui à 42 de véhicules électriques en 2035. Or, la vente Mmh. de véhicules électriques, elle est en baisse depuis le début de l'année. On voit les énormes questions qui se posent aux industriels sur cette question. Hem, alors je m'avancerai pas sur les derniers chiffres des quelques dernières semaines, derniers mois, parce qu'en fait, il y a pas mal de fluctuations. La tendance jusqu'à, l'année dernière, c'était une augmentation, pas assez rapide à mon goût, mais une augmentation quand même de la part des ventes, des véhicules électriques dans les ventes neuves. Hem Et par exemple, pour reprendre monsieur Tavares, un patron de grands groupes automobiles, qui disait: «Il ne surtout, on a besoin de stabilité. Je ne remets pas en cause le "tout électrique" entre guillemets et il ne s'agit pas de repousser ce 2035 à ce 2040». Donc en fait, tous les capitaines d'industrie, heu, peut-être réticents au début, disent, «Gardez 2035, surtout, on a besoin de stabilité, on est en train d'y aller à fond». Et ils savent aussi en fait que s'ils le font pas, ils seront mangés tout crus par les Chinois. Enfin, les Chinois ont 10 ans d'avance sur ces technologies. Donc malheureusement, si on se dépêche pas, nos industries sont en péril, pour les voitures électriques. Oui, ça peut coûter plus cher, mais ça coûte moins cher que de rien faire. Et quand C'est vous dites que ça ça coûte pas l'argument si principal. cher, vous sauriez chiffrer ce Oui, surcoût de la oui, transition oui, énergétique? oui, oui, donc je peux enfin, vos lecteurs peuvent, se référer au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz et puis à d'autres comme, l'Institut Rousseau. L'estimation, ça tourne autour de 2 du PIB. Donc il s'agit d'investir 2 de la richesse nationale, française et les chiffres sont à peu près les mêmes au niveau mondial pour réussir à tenir nos objectifs climatiques. Donc oui, c'est une somme, c'est quelques dizaines de milliards, 60 milliards d'euros par an. Ouais, c'est une somme, mais qu'est-ce qu'on imagine si on ne le fait pas, en fait? C'est ça le problème. Pourquoi cela semble si difficile à accomplir, non pas seulement en termes budgétaires, mais aussi en termes de réalisation pratique? Hem, heu, la 1re, c'est, on se dit que c'est impossible. Voilà, on s'auto-convainc que c'est pas possible et qu'on n'y arrivera jamais parce que, par exemple, un Français moyen, il émet 10 tonnes, de CO2 et qu'il s'agit en 2050 d'arriver à 2 tonnes et que passer de 10 tonnes à 2 tonnes, ça paraît une division par 5 et on se dit: «Mais comment on va y arriver?» Hem, i Ça, c'est la première chose, et après, c'est une histoire, il faut que cette conviction que c'est possible, techniquement, économiquement, socialement, diffuse dans toute la société et qu'ensuite, à la fois les particuliers, à la fois les entreprises, à la fois la collectivité, mettent en place les structures pour qu'on se dirige vers ce nouveau récit de la décarbonation en profondeur de l'économie. Ça prend du temps, en fait, d'emporter l'adhésion d'une population entière, c'est ce qui est devant nous. Mmh. Il y a aussi le débat autour de la souveraineté énergétique de la France entre les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire. Oui. Quelle est votre réflexion sur le sujet? Alors c'est un très grand sujet, qui cristallise beaucoup de discussions en France. Je permets, à nouveau de répéter que, le nucléaire en France, c'est 20 de l'énergie, 1/5 de l'énergie qu'on consomme. Donc, c'est une part importante, mais c'est pas la première ni la seconde. Hem et évidemment les renouvelables jusqu'à présent, encore moins évidemment que le nucléaire. Hem Pour ça, moi, j'utilise vraiment les scénarios de référence qui ont été créés par RTE, qui est l'organisme parapublic qui s'occupe de la stabilité du réseau électrique français. Ils ont fait un certain nombre de scénarios sur demande du gouvernement pour imaginer des futurs décarbonés en 2050. Les grands messages, c'est: il n'y a aucun scénario
qui se coupe des renouvelables. Tous les scénarios ont du renouvelable. On augmente fortement l'éolien terrestre, l'éolien en mer, le photovoltaïque. Et il existe des scénarios avec et il existe des scénarios sans nouveau nucléaire. Le président Macron a tranché il y a quelques années et a dit on relance la filière nucléaire. Donc on est parti en France pour avoir et des renouvelables, beaucoup, et il faut accepter dans nos campagnes, dans nos villes, d'avoir ces renouvelables. Il n'y a pas de transition écologique sans nouvelles éoliennes, par exemple. Ça ne tient pas, il n'y a pas de scénario sans ça. Et aussi du nouveau nucléaire, parce que le choix politique de notre gouvernement a été ainsi. Mmh. Quel rôle pour les citoyens dans ce contexte? J'évoquais tout à l'heure vos engagements dans le milieu associatif, dans le domaine de la société civile. Alors ils sont vraiment nombreux, alors par exemple par le vote, là les élections européennes arrivent, vraiment bientôt. L'Union européenne, malgré tous ses défauts, heu, a mis des justement là des politiques climatiques très ambitieuses, vraiment bienvenues. Et il faut aller encore plus loin, avec la prochaine mandature. Donc le vote évidemment, hyper important. Hem et ensuite, quand, et c'est vraiment là, chez certains clients, quand je vends mes légumes, là, ils ont une vieille voiture thermique et je fais du lobbying auprès d'eux pour, qu'ils achètent une voiture électrique, en fait, parce qu'ils vont pas se séparer de leur voiture. Enfin, ils vont continuer à utiliser une voiture, il faut qu'elle soit électrique. Hem, donc je discute avec eux, et donc en fait, on a tous un pouvoir d'influence, auprès de ses proches et dans son travail, quand on a la chance d'en avoir un. Et là, le pouvoir, des citoyens, il est gigantesque parce que de nouveau, c'est, cette le travail gigantesque de transformation écologique qu'on a à faire, ne se fera que parce qu'on est chacun et chacune consciente de l'énorme travail et qu'on pousse dans la même direction pour vraiment décarboner et rendre une société vraiment écologique. Sinon, ça tiendra pas. Un mot peut-être pour conclure, Arthur de Lassus, sur votre engagement personnel. Vous étiez ingénieur à la Défense, aujourd'hui maraîcher bio, je le disais. L'encyclique Laudato Si du pape François a accompagné votre conversion à l'écologie intégrale. Peut-être un mot à ce sujet. Oui, 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 vous avez tout à fait raison. C'est vrai que juste après notre mariage, avec ma femme, on est parti sur le chemin de Saint-Jacques. De partir du Puy, jusque Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a duré plus de 2 mois et demi. On n'a pas marché très vite et on a pris notre temps et ça a été, heu, le moment de recevoir une grosse claque écologique et l'encyclique Laudato Si est sortie, hem, quand on était en Espagne et vraiment moi ça a été, en l'achetant et en le lisant, la relecture en fait de ce que j'étais en train de vivre en marchant sur le chemin de Saint-Jacques. Hem, on en a d'ailleurs, écrit un livre avec ma femme pour raconter, ce point de bascule et de se rendre compte qu'en fait, on a tout à gagner à, à à, à vraiment, être à l'écoute et des pauvres et de la nature pour vraiment transformer ces modes de vie, ces modes de production, pour, refaire alliance en fait, avec le monde dans lequel on est. Merci beaucoup Arthur de Lassus d'avoir été avec nous ce matin. Et lentement tout bascule, vous mentionniez ce livre. Eh bien, il a été publié à première partie racontant votre itinéraire amoureux d'une conversion écologique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.